Tu veux progresser aux échecs, mais tu joues souvent avec le mode pilote automatique. Tu n'as aucune idée de ce que tu dois faire quand tu n'as pas de possibilité de jouer tactique. Tu te retrouves souvent la tête à l'envers quand tu essayes de jouer aux échecs. Eh bien, cette vidéo est faite pour toi. On va t'apprendre aujourd'hui comment jouer aux échecs quand on n'a rien à calculer. C'est les bases du jeu positionnel. Aujourd'hui, on va voir comment pense un bon joueur quand il n'a pas de calcul en tête. On va parler de structure de pions, de placement de pièces, de faiblesses et de leur exploitation, et de mettre tout ça en commun pour pouvoir faire un plan efficace. Et ainsi, on verra comment améliorer petit à petit ta position, sans même avoir besoin de calculer des grandes lignes compliquées. Ça te fait rêver, hein? Eh ben on y va. Les pions sont l'âme des échecs. Vous avez déjà entendu cette phrase quelque part? Elle vient du grand maître français Philidor, qui a officié déjà au XVIIIe siècle. 3 siècles après, sa petite phrase, elle est toujours aussi vraie. Néanmoins, il faut recontextualiser, parce que juste dire ça, ça va rien vous apporter. Un pion seul n'est pas toujours très important. Ce qui est important, c'est le groupe. C'est ce qu'on appelle la structure de pion. Et c'est elle qui va définir ce qu'on peut faire avec eux. Une bonne structure de pion, c'est une structure de pion où un pion peut défendre beaucoup d'autres. Je vais vous donner un exemple ici. Là, on a ce qu'on appelle 2 îlots de pions. Donc, c'est 2 groupes de pions qui sont liés entre eux. Et donc là, ces 2 îlots de pions vont pouvoir quasiment tous se défendre l'un l'autre. Ainsi, si jamais vous placez bien vos pions, il n'y en a qu'un seul qui ne sera pas défendu. Si vous placez vos pions de cette façon, il n'y aura que 2 pions qui ne seront pas défendus par un autre pion, et donc il n'y aura que 2 faiblesses dans la structure. Si on se met à la base de cette structure de pions, il y a un pion qui est plus faible que les autres. C'est celui qui n'est pas protégé par un autre. C'est celui en rouge ici. Ce pion-là est qualifié de pion arriéré, c'est-à-dire qu'il va rester derrière, et donc lui, ce sera la cible idéale, parce que lui n'est pas encore protégé par un pion. A l'inverse, ici, la structure de pion est beaucoup moins saine. Si vous regardez, on n'a plus 2 îlots, mais 3. Mais en plus, là, il y a 2 pions en plein milieu qui ne peuvent pas se protéger l'un l'autre. C'est 2 pions qui sont isolés. Ces 2 pions du centre sont encore pires parce qu'ils sont doublés, c'est-à-dire qu'ils sont sur la même colonne, et qu'en plus de ça, ils sont isolés, ils ne peuvent pas être protégés par un autre pion. C'est une double faiblesse. Non seulement ils ne peuvent pas se protéger l'un l'autre, mais en plus, ils ne peuvent pas être soutenus par un autre fantassin qui serait juste à côté. Les pions doublés isolés sont l'une des structures les plus faibles que vous puissiez avoir au niveau de vos pions, donc vous devez vraiment faire votre maximum pour éviter de les avoir. Cette structure est un peu moins faible que celle des pions doublés qu'on a vu juste avant, mais elle peut être une faiblesse à long terme. C'est ce qu'on appelle le pion dame isolé. Le pion va être isolé, mais il va être tout seul. Donc en soi, ça va être un petit peu plus dur de l'attaquer, même s'il peut tout à fait servir de cible. En général, il va pouvoir servir quand on joue avec, et pour ça, il faut le pousser et réussir à échanger ici, dans des conditions qui soient favorables. C'est-à-dire que ça va nous permettre de prendre de l'espace et de supprimer notre faiblesse. Si vous regardez des parties de joueurs à haut niveau et que vous tombez sur cette structure-là, regardez à quel point les blancs mettent de l'énergie pour réussir à pousser leurs pions et à quel point les noirs vont essayer de mettre de l'énergie pour réussir à les en empêcher. C'est assez révélateur et assez fantastique, vous verrez. Je vous ai parlé des pions doublés isolés, mais si les pions sont doublés mais pas isolés, est-ce que c'est aussi problématique? Je vous laisse y réfléchir 5 secondes. Non. Si les pions sont doublés mais pas isolés, ils ne sont pas aussi problématiques parce que vous pouvez réussir à avoir une structure de ce genre-là qui va vous permettre d'avoir tous les pions qui se protègent les uns les autres et donc réussir à n'avoir toujours qu'une seule faiblesse. Les échecs, c'est pas de l'art, c'est pas de l'esthétisme, il faut réussir à comprendre que cette structure-là est à peu près aussi efficace que celle-là. Si le pion peut servir de faiblesse, il peut également servir de bloqueur, c'est-à-dire qu'il peut complètement paralyser une position si jamais il est bien soutenu et bien placé. Voyons un exemple. Le pion B4 ici bloque absolument tout. Les pions blancs ne peuvent pas avancer, sinon ils se font prendre. Avec un seul pion, on réussit à bloquer 3 pions adverses, juste en exploitant leurs pions arriérés. Les pions arriérés, ce sont ceux qui sont derrière dans la chaîne, ce sont ceux qui ne sont pas protégés par un autre pion, ceux qui supportent tout. Ils sont donc également les plus faibles et les plus simples à attaquer, ou comme on l'a vu ici, à bloquer. On vient de le voir, les pions peuvent servir à bloquer, mais ils peuvent aussi servir à débloquer, ou même parfois à défoncer. C'est ce qu'on appelle un bélier. On peut utiliser les pions pour faire des ruptures, c'est-à-dire les avancer pour pouvoir prendre de l'espace et modifier la structure de pion. Ici, si on pousse le pion là, on va pouvoir se faire prendre, reprendre, se faire prendre, et ici si on a une dame là par exemple, on va pouvoir reprendre et viser la faiblesse qui restera en D6. L'idée de la rupture de pion est donc triple: prendre de l'espace, casser la structure de pion adverse, provoquer des faiblesses. Mais ça, c'est quand le jeu est ouvert, quand le jeu est fermé,
ils peuvent servir à toute autre chose. Quand on a une structure de pion aussi fermée que ça, l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de chercher un plan pendant très longtemps, il nous est indiqué par la structure de pion. Dans ce genre de cas, il faut voir la structure de pion comme une flèche géante qui vous indique dans quelle direction vous devez attaquer. Ici, la structure de pion des blancs pointe vers l'aile roi, donc c'est là qu'ils vont chercher à jouer. À l'inverse, chez les noirs, ça pointe plutôt vers l'aile dame, donc eux, ils vont plutôt jouer de ce côté-là. Mais pour ça, comment on fait? Les plans principaux restent les mêmes, rupture de pion. Les blancs vont pousser à l'aile roi, les noirs vont pousser à l'aile dame, et les blancs vont faire leur rupture, ici, le plus proche possible de la base de la structure de pion. Je vous l'avais bien dit tout à l'heure, plus un pion est reculé, plus il est faible, et donc on va tenter de taper dessus. Et de manière générale, pour trouver un plan qui soit sympa et agréable, vous pouvez aussi vous demander quelle rupture de pion vous voulez faire dans cette position. Ça vous aidera à trouver une direction générale, et même si c'est pas toujours le bon plan, ça vous aidera au moins à trouver des manœuvres actives. Transition toute trouvée pour parler de notre second sujet, l'activité des pièces. L'activité d'une pièce est définie par le nombre de cases qu'elle contrôle. On va prendre l'exemple avec les deux cavaliers sur cet échiquier. Vous avez très certainement déjà entendu cavalier au bord, cavalier pas fort, voici pourquoi. Ici, si on va voir le cavalier blanc en A5, au bord de l'échiquier, sur combien de cases peut-il aller à l'heure actuelle? Il peut en effet se déplacer sur 4 cases. C'est dû à sa position sur le bord de l'échiquier. Alors que si on prend à l'inverse le cas du cavalier noir, sur combien de cases peut-il aller? Il peut aller sur 8 cases. Donc littéralement, rien que par sa position au centre de l'échiquier, le cavalier noir est 2 fois plus fort que le cavalier blanc. Je vous ai montré le cas avec le cavalier, mais avec le fou, c'est tout aussi parlant. Ici, le fou blanc a 7 cases possibles pour bouger, alors que le fou noir qui est placé au centre en a 13. Plus intéressant encore, si le fou blanc est cantonné à rester soit à l'aile dame, soit au centre, le fou noir peut lui aller à peu près partout sur l'échiquier, au centre, à l'aile dame ou à l'aile roi. En revanche, ceci est beaucoup moins vrai pour la tour, parce que on voit que peu importe où elle est placée, elle garde toujours le contrôle de 14 cases. Et comme on a vu à la fois structure de pion et placement des pièces, on va maintenant pouvoir combiner les deux pour pouvoir voir comment placer les pièces de manière optimale. Pour un cavalier, la case la plus forte, ça va être ce qu'on appelle un avant-poste, c'est-à-dire que c'est une case où il ne peut pas être attaqué par un pion adverse. Par exemple, dans ce cas précis, si le cavalier se déplace en E5, là il n'y a aucun pion pour l'attaquer, et donc il sera sur un avant-poste. A l'inverse, pour les noirs, ils vont pouvoir se mettre sur B3, et là aussi ils seront sur un avant-poste, parce qu'ils ne pourront pas se faire attaquer par un pion. Petit truc supplémentaire, plus l'avant-poste est avancé dans le camp adverse, plus il va être puissant. Ainsi, un avant-poste sur la 4e rangée, ce sera vraiment pas mal. Un avant-poste sur la 5e rangée, ce sera encore mieux et très fort. Et un avant-poste sur la 6e rangée, ce sera le paradis pour vous et l'enfer pour votre adversaire. Pour bien placer votre fou, il va y avoir 2 cas de figure distincts selon la couleur de la case sur laquelle se trouve la majorité de vos pions. Si votre fou est sur la couleur de case opposée à celle de la majorité de vos pions, ce sera très souvent bon signe, parce que ainsi, vos pions ne bloqueront pas votre fou, et il sera ce qu'on appelle un bon fou. Et ça signifie aussi que la plupart du temps, ils seront sur la bonne case pour pouvoir attaquer les pions adverses. Donc en plus de ne pas être bloqué, votre fou sera un outil d'attaque absolument magnifique. En revanche, s'il est sur la même couleur de case que la plupart de ses pions, ce sera ce qu'on appelle un mauvais fou. Mais attention, là, il y a encore une fois 2 cas de figure. Si votre fou est placé devant votre structure de pion, alors effectivement ce sera toujours un mauvais fou, mais ce sera un mauvais fou actif, parce qu'il va quand même contrôler beaucoup de cases et qu'il va vous permettre d'attaquer tout en défendant ses propres pions. C'est un fou qui est plutôt pas mal. A l'inverse, si le fou est derrière sa chaîne de pions, là il devient vraiment tout pourri. Il ne servira à rien en attaque parce qu'il ne contrôle absolument aucune case et il restera bloqué et cantonné à la défense passive de ses pions. Ce sera donc plus un poids mort qu'une aide utile pour le jeu. Pour pouvoir se servir de leur plein potentiel, il faut placer les tours sur des colonnes ouvertes, ou quasiment ouvertes. Mais vous pouvez aussi les placer à un autre endroit. Ici, les 2 tours blanches sont très bien placées et je vous explique pourquoi. La tour en C, c'est logique, c'est parce qu'elle est sur une colonne ouverte qui débouche sur l'entrée dans le camp adverse. Celle-là, c'est nickel. La tour en E1, c'est un petit peu plus subtil, c'est parce que là, les blancs préparent ce qu'on appelle une rupture. C'est ce dont on a parlé avant quand on parlait des pions. Et bien là, ça va permettre d'ouvrir les lignes, et donc d'ouvrir aussi fatalement une colonne pour la tour, qui va pouvoir taper sur ce pion faible. Ainsi, les tours se placent à la fois sur les colonnes ouvertes, mais aussi sur les colonnes qui vont s'ouvrir. D'ailleurs, tu savais que s'abonner à cette chaîne augmentait l'activité de tes pièces de 25% en moyenne? Si, je te jure, tu devrais essayer, tu verras. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'on veut avoir des pièces actives? La raison est très simple. Plus d'activité, plus d'opportunités. Plus d'opportunités,
plus de tactique, plus de tactique, plus de victoire, plus de victoire, plus de victoire. L'intérêt de mieux placer ces pièces, c'est donc qu'elles puissent mieux attaquer les faiblesses adverses. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle des faiblesses? Eh bien, c'est l'objet de notre point suivant. La transition est magnifique, c'est presque à croire que tu l'as fait exprès. Il y a 3 types de faiblesses principales à considérer qu'on va voir maintenant. La première des faiblesses, c'est un roi vulnérable. C'est la faiblesse la plus handicapante du jeu, parce que si vous perdez votre roi, vous perdez la partie. Généralement, un roi sera considéré comme étant en danger si jamais il se fait attaquer par 2 pièces de plus qu'il n'a de défenseur. Ici, le roi noir se fait attaquer par 3 pièces blanches et il n'est défendu que par un simple cavalier. Inutile de vous dire qu'il va passer de mauvais moments. Pour attaquer un roi qui vous semble déserté par ses défenseurs, le plus simple ça reste de mettre la plupart de vos pièces autour de lui et ainsi de lui signifier que vous êtes là pour venir le chercher. Ça vous donnera des possibilités de profiter de la situation, d'attaquer ce roi faible et donc de le mettre échec et mat, ce qui clora automatiquement la partie. Si le roi est suffisamment bien défendu, ça ne servira à rien de l'attaquer. Alors là, vous pourrez passer éventuellement à une attaque des pions. Mais encore une fois, pas n'importe quel pion, pas n'importe comment. Dans cette position, le pion C7 semble être la cible idéale, et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, ce pion ne peut pas avancer parce que sinon, il se fait prendre ou prendre en passant. Il est donc figé et arriéré. Deuxièmement, il est sur une colonne ouverte, c'est-à-dire qu'on n'a pas de pion blanc sur cette même colonne. Ça veut dire qu'on peut l'attaquer avec une tour sans aucun problème. Bien évidemment, il va défendre, il est pas fou. Mais en plus de ça, il est sur des cases de couleur noire, ce qui fait que notre fou peut également l'attaquer. Et là, on se rend compte que le pion est tellement attaqué de toutes parts qu'il n'y a plus aucun moyen de le faire tenir. Tout ça, simplement parce qu'on a choisi le bon pion à attaquer et qu'on l'a attaqué avec méthode. Autrement dit, pour bien attaquer un pion, il faut pouvoir avoir à la fois des possibilités de l'attaquer, donc ça veut dire qu'il faut avoir des lignes ouvertes sur ce pion, mais aussi l'assurance que ce pion va rester faible et que l'adversaire n'a pas la possibilité, en le poussant par exemple, d'annihiler complètement sa faiblesse. La troisième nature de cible que vous pourrez avoir, ce sont des cases. En jouant de manière active, vous allez forcer l'adversaire à vous faire des concessions, et notamment des concessions sur des cases particulièrement intéressantes pour vous. Ça peut être par exemple une case à avant-poste pour le cavalier, une case qui permet de rentrer dans le camp adverse pour la tour, par exemple sur la 7e rangée, etc. Il y a plein d'idées comme ça, des cases faibles qui sont attaquer et qui vous permettent de mieux placer vos pièces. Ces faiblesses de cases vous permettent ainsi de forcer les pièces adverses à moins bien se placer et à terme finira le moment où vous achèverez votre adversaire par un superbe coup tactique qui vous permettra de gagner la partie. Le cavalier n'a qu'une envie, c'est de bondir sur l'avant-poste en D5. Pour ce faire, il faut le faire manœuvrer jusqu'à la dite case, et ainsi, il pourra réussir à être une pièce absolument exceptionnelle. Bien placé sur son avant-poste, le cavalier dispose d'une position absolument tentaculaire, là où au contraire, le pauvre petit fou des noirs essaye de tenir comme il peut la baraque, mais clairement inférieur au cavalier si bien placé. Tout ça, juste parce qu'une case faible a été attaquée par les blancs. Une petite dernière astuce pour la route, si jamais vous avez la possibilité d'appliquer ces conseils à votre adversaire aussi, ce sera parfait. Si vous pouvez pourrir sa structure de pion, affaiblir le placement de ses pièces ou les mettre dans un endroit où elles ne sont plus actives, ou même, encore une fois, les rendre plus vulnérables, plus faibles, ne vous privez pas, ce sera parfait. Vous améliorerez la position de vos pièces, mais en même temps, vous empêcherez l'adversaire de faire de même, et ainsi, vous pourrez remporter la partie brillamment. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Avant de partir, tu peux laisser un like et commenter quelle est ta pièce préférée. Et si tu veux aussi progresser en calcul, tu peux aller voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet.